Ravi de vous retrouver pour de nouvelles informations économiques sur Sika TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue. On y va tout de suite avec les principaux titres à développer tout au long de cette édition. Calvaire des retraités zimbabwéens, les banques n'arrivent plus à leur payer régulièrement leurs pensions de retraite. Le FMI estime que la reprise récente des prix du brut est loin de combler les déficits budgétaires des pays du Golfe. Puis le Niger envisage de battre son record agricole 2015-2016. Quels sont les facteurs favorables à cette performance? Élément de réponse en fin d'édition. À nouveau, bienvenue. Je l'annonçais en titre au Zimbabwe, la plupart des retraités éprouvent de sérieuses difficultés à joindre les deux bouts pour retirer leur pension. Ils sont parfois obligés de passer la nuit devant les établissements financiers, généralement à sec. Une répercussion de la crise qui frappe l'économie de ce pays. Piller de grue devant les établissements financiers, c'est la seule solution qu'ils ont trouvée pour espérer recevoir leur pension de retraite. Une situation qui reflète le quotidien des retraités zimbabwéens, devenue une question de survie. Certains sont même prêts à passer la nuit devant leur banque dans l'espoir d'y retirer leur pension dès l'ouverture des guichets. La crise qui frappe l'économie du Zimbabwe a atteint un tel sommet que les coffres des établissements financiers sont la plupart du temps à sec. Cela fait déjà plus de 10 ans que le pays titube au bord d'un gouffre financier. Il a connu une vertigineuse flambée des prix qui a atteint des centaines de milliards de pourcents. Une inflation qui a fait perdre au dollar zimbabwéen toute sa valeur et contraint les autorités à adopter en 2009 le dollar américain et le rand sud-africain. Aujourd'hui, le billet vert se fait de plus en plus rare, les retraits d'argent liquide sont strictement limités et l'État éprouve les pires difficultés à payer ses agents. Sur les 16 millions d'habitants du Zimbabwe, près des 3/4 vivent aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté et le taux de chômage y frôle les 90% de la population active. Pour tenter de remédier au manque de liquidité, le gouvernement zimbabwéen envisage de lancer à la fin du mois des billets d'obligation, une sorte de nouvelle monnaie gagée sur le dollar américain. Mais cette mesure a ravivé la crainte de l'hyperinflation dans le pays. Deuxième destination dans ce journal, l'Afrique du Sud. Le ministre sud-africain des Finances a été convoqué il y a une semaine devant la justice sud-africaine pour des accusations de fraude. Une affaire qui faisait craindre le départ de Pravin Gordhan de son poste. Mais ce dernier a assuré qu'il ne démissionnerait pas de son poste, rassurant au passage les marchés, les images. Le parquet a convoqué Pravin Gordhan le 2 novembre devant un tribunal de Pretoria pour répondre d'accusations de fraude. L'argentier sud-africain est soupçonné d'avoir autorisé le départ à la retraite d'un haut fonctionnaire avec d'avantageux bonus. À l'annonce de sa future comparution devant la justice, l'économie sud-africaine a été secouée. La devise locale, le rand, a soudainement perdu mardi jusqu'à 3,9% face au dollar et cédait encore 0,8% mercredi face à la monnaie américaine. Face à ces répercussions économiques, le ministre rassure et appelle les investisseurs à continuer de lui faire confiance. La croissance et son caractère inclusif sont des questions centrales pour l'Afrique du Sud. Pour obtenir de la croissance, nous avons besoin d'investissements. Pour obtenir des investissements, nous avons besoin de confiance. Pour obtenir de la confiance, nous avons besoin d'un certain niveau de cohésion, de collaboration et de stabilité dans notre pays, dans tous les sens de ce mot. Déjà ministre des Finances de 2009 à 2014, Pravin Gordhan avait été rappelé en urgence en décembre dernier à son poste pour rassurer les marchés financiers affolés par la nomination d'un proche du président Jacob Zuma. À sa prise de fonction, il s'est donné pour objectif d'éviter une dégradation de la note souveraine du pays. Notons que l'économie sud-africaine est minée par un chômage endémique évalué à 27% et une croissance atone de plus 0,4% prévue pour 2016.
Cette édition se poursuit, on parlera à présent du secteur pétrolier. D'après le Fonds monétaire international FMI, la modeste reprise des prix du brut enregistrée récemment est loin de combler les déficits budgétaires des monarchies pétrolières de la région du Golfe. Et dans ce contexte, l'institution de Bretton Woods a insisté sur la nécessité pour ces pays de comprimer davantage leurs dépenses publiques. Les détails et précisions à travers ce reportage. Les prix du pétrole ont connu une reprise timide, tournant actuellement autour de $50 le baril, après avoir touché un plus bas niveau en 10 ans à $30 en janvier et enregistré des pics à plus de $100 à la mi-2014. Cette reprise des cours va certainement aider en termes de statistiques financières cette année dans les pays du Conseil de coopération du Golfe. Mais selon le directeur du FMI pour le Moyen-Orient, Massoud Ahmed, cela ne va pas vraiment changer les perspectives fondamentales de ces pays. À des fins de planification, les pays du Conseil de coopération du Golfe doivent s'adapter à une réalité qui veut que leurs revenus vont être sensiblement inférieurs à ceux qu'ils avaient l'habitude d'avoir avant 2014. Le Fonds monétaire international prédit que les prix du pétrole devraient à moyen terme se stabiliser autour de $60 le baril, un prix encore loin du niveau nécessaire pour un équilibre budgétaire dans certaines monarchies du Golfe. Face à cette situation, la nécessité pour ces pays de comprimer davantage leurs dépenses publiques s'impose. Les mesures prises récemment par l'Arabie saoudite et par d'autres pays, et notamment l'Oman, visant à contenir la masse salariale et à geler les emplois dans le secteur public. De telles mesures représentent l'un des moyens que ces pays peuvent se donner pour rééquilibrer leur budget. D'une manière ou d'une autre, les pays du CCG doivent couper leurs dépenses au cours des 5 prochaines années et trouver des moyens d'augmenter leurs revenus non pétroliers. Ils envisagent d'introduire une TVA. C'est une bonne taxe. Nous les encourageons à prendre ces décisions. Selon les chiffres du FMI, la croissance économique dans l'ensemble du Conseil de coopération du Golfe devrait être légèrement inférieure à 2% en 2016, avant de connaître l'an prochain une modeste amélioration pour se situer entre 2 et 2,5%. Dernière destination dans ce journal de l'économie, il s'agit du Niger, où nous allons nous rendre pour parler du secteur agricole. En effet, le pays a de bonnes perspectives en la matière pour le compte de l'année à venir, c'est-à-dire l'année 2017. Les détails sur le sujet, ce sera juste après ceci. Avec moi sur ce plateau, notre invité, Casimir Kouedo. Bonjour et bienvenue. Merci d'avoir une fois encore accepté notre invitation, Casimir Kouedo. Tout le plaisir pour moi, Genève. Alors, je le disais tout à l'heure, nous allons parler du secteur agricole au Niger. Alors, comme ça, le Niger espère battre son record agricole de la campagne 2015-2016. Quelles sont les prévisions à ce défi-là, Casimir Kouedo? Général, il faut dire que le Niger rêve donc d'emblaver pour le compte de 2017, c'est-à-dire la saison pluvieuse 2016-2017, donc 147 000 hectares de riz, 10 964, soit 11 000 hectares pour les maraîchers, les produits donc, de consommation ordinaire, 910 hectares pour la pomme de terre et 3 525 hectares de maïs donc pour le compte de l'année 2017, comme vous le disiez tantôt. Il faut dire que comme rendement, le Niger espère d'ici la fin donc, de la saison pluvieuse atteindre environ 14 tonnes de paddy et 3025 produits maraîchers et 16 350 tonnes de maïs à la fin donc, de la saison. Ceci permettra donc au pays de pouvoir faire face à la sécurité alimentaire qui frappe ce pays sahélien, ce pays qui a des difficultés en termes donc, de pluviométrie, mais aussi a des difficultés économiques qui n'arrivent donc pas à asseoir une politique agricole véritablement cohérente pour le compte donc, de sa population. Déjà nourrir le Nigérien pose problème pour l'État nigérien et donc beaucoup de perspectives quand même pour 2017. Alors il s'agit là d'un gros défi quand même, mais alors quels sont les facteurs favorables à cette performance pour l'atteindre? Déjà, il faut citer en bonne place Dame Nature qui pourra être clément donc,
pour le compte de l'année 2017. Il faut également citer la politique gouvernementale, une politique de plus en plus cohérente pour le compte du Niger, une politique qui est tirée vers la promotion donc des valeurs culturelles, également une politique tirée vers les semences, l'amélioration des semences et un gouvernement qui a à cœur aujourd'hui la question de la sécurité alimentaire au regard de tout ce qui frappe le Niger en termes donc de sécheresse, en termes également de menaces, que ce soit terroriste, tout ça. Donc les populations n'ont pas la paix du cœur pour aller cultiver ou parce que des zones ont été prises d'assaut par donc, des sectes islamiques. Donc tout ça, aujourd'hui, le gouvernement est en train de supplanter ces difficultés-là. Alors il faut également féliciter ici les producteurs qui ont compris que nourrir le Nigérien est possible grâce à l'agriculture et sont en train donc de se donner davantage pour l'agriculture. Et à tout cela, il y a le secteur secondaire qui est en train de mettre en valeur un certain nombre de produits agricoles pour quand même pouvoir permettre aux Nigériens, même si le Niger importe encore sauvagement certains produits, il faut noter que l'agriculture est en train d'être transformée pour l'agro-industrie et donc le Nigérien a beaucoup d'atouts aujourd'hui pour pouvoir faire face à ces difficultés-là. Alors on va parler également de la pluviométrie puisque le Niger est connu pour sa mauvaise pluviométrie dans la sous-région, mais sera-t-elle favorable pour que le pays atteigne cet objectif-là, Casimir Kouédio? Bien sûr, génial, c'est tellement favorable que ça déborde même encore de pluie au niveau du Niger, notamment au niveau du fleuve Niger qui déborde déjà au niveau de la partie sud du pays, c'est-à-dire la partie que le pays partage avec le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad. La pluie, ça déborde, les eaux débordent énormément, mais alors la pluie n'est pas répartie sur l'ensemble du territoire. Dans certaines zones qui sont alimentées, il y a donc le désert aride qui continue par frapper donc le Niger. C'est des problèmes, c'est des difficultés aujourd'hui pour une bonne culture donc agricole. Il faut comprendre aujourd'hui la nécessité du gouvernement d'aller faire l'irrigation donc de ces sols-là. Et je crois que le gouvernement nigérien a misé beaucoup. En tout cas, la zone des Djougou, je crois, j'arrive à prononcer, sera mise à contribution pour quand même permettre, parce que c'est le bastion agricole donc du Niger, cette zone sera mise à contribution quand même pour pouvoir permettre d'apporter un peu de souffle donc en ce qui concerne l'irrigation, mais aussi la production agricole au niveau du pays. Alors comme ça, la pluviométrie constitue donc un facteur favorable à cette performance, mais tout de même, il y a quelques craintes dans le rang des producteurs. Lesquelles et comment les autorités nigériennes s'y prennent-elles pour y faire face? Alors, il faut dire que tout n'est pas pour autant rose dans le secteur général. Vous le disiez tantôt, les producteurs ont des craintes en ce qui concerne la valorisation de leurs produits. Aussi, en ce qui concerne la conservation donc, de la production, le Nigérien aujourd'hui a des craintes en la matière et beaucoup de produits sont avariés depuis les champs parce que les conditions de transport vers les centres urbains ne sont pas des plus favorables et donc aujourd'hui le Niger n'arrive pas à conserver sa production, ce qui fait qu'il y a beaucoup donc, de problèmes dans ce secteur-là. Il faut également dire que